Alors, mon voisin de gauche ayant dit que j'étais le passeur de parole, ça me plaît beaucoup, plutôt que de dire animateur, etc. Donc je suis vraiment très, très heureux d'être le passeur de parole pour cette table ronde, dont je dirai quelques mots, mais une table ronde qui se situe dans le cadre de ce sommet citoyen. Donc je vais rappeler plus exactement, c'est la troisième édition, aujourd'hui qui se déroule à Lille. Et l'idée, c'est de poursuivre une dynamique de co-construction, de réponse, enfin co-construction citoyenne, de réponse et d'évaluation collective sur différents thèmes, sur les résolutions qui ont été proposées. Il y a eu des ateliers par ailleurs. Alors, l'objectif de cette table ronde, qui s'intitule « L'information à la source des conflits ou de leur événement ». J'en dirai quelques mots, mais elle a pour ambition d'évaluer la viabilité, la faisabilité, la pertinence donc des résolutions des étapes 2 et 3 de mai 2025. Donc identifier des résolutions qui seraient complémentaires en lien avec l'expertise nationale et des experts qui sont participants ici. Favoriser un dialogue direct entre les personnes qui sont ici et la salle, donc les citoyens, et élaborer un classement des résolutions selon leur impact à partir de la thématique qui va être abordée, et donc préparer ensuite une restitution claire et structurée destinée aux décideurs. Parce que ce n'est pas fait, ces résolutions, pour rester dans un cercle fermé, c'est pour les faire partager, y compris plus largement aux citoyens, mais aussi aux décideurs, pour qu'il y ait des décisions qui soient prises. Je ne vais pas faire une digression sur les cahiers de doléances, mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, de 2019-2020, qui sont restés dans les tiroirs. Bref. Donc la composition de cette table ronde, il y a des citoyens qui sont dans la salle, des experts, mais je vais leur demander, avant d'intervenir, de présenter plus la table ronde, et donc un certain nombre d'experts, de décideurs qui sont là. Donc je vais commencer par ma droite. Bonjour à tous, moi je m'appelle Noémie Lefebvre-Marek, je suis journaliste et je viens représenter le média associatif qui s'appelle Proche ou Rien, qui s'est donné pour objectif, donc qui est un média social présent notamment sur Instagram, et qui s'est donné pour objectif de décrypter, d'analyser le Proche-Orient pour se donner des clés, un langage commun pour pouvoir dialoguer. Voilà, si je dois résumer. Bonjour à tous, je suis Frédéric Louis. Alors, je suis là au titre d'anciennes fonctions professionnelles. En fait, je m'occupais il y a quelque temps de diriger des télévisions locales. Donc, il semblait intéressant d'avoir une approche un peu proximité sur cette dimension, en tout cas sur le débat qui était envisagé ce jour. Donc, je ferai de mon mieux pour apporter ma contribution. Voilà, je vous remercie. Merci. Je m'appelle Habiba Mejrichik. Je suis là en grand témoin. Je représente Idialogos, un think tank qui œuvre pour le dialogue, pour l'humain, l'humanité. Probablement que Jean-Claude pourrait en dire un mot. Et j'étais dans une autre vie directrice de la communication de l'Union africaine. Je gérais les journalistes du Nord et du Sud qui venaient s'enquérir des affaires africaines. Voilà, je vais intervenir tout à l'heure sur le thème de notre rencontre. Bonjour, je suis Gérald Garuti, je suis le fondateur et directeur du Centre des Arts de la Parole, qui a pour mission se parler plutôt que s'entretuer. Ça peut aider. Aujourd'hui, on fait plutôt l'inverse, s'entretuer plutôt que se parler, voire se parler pour s'entretuer. Et dans le civil, je suis metteur en scène, écrivain, et je travaille notamment à Londres et en France. Et moi, je me présente, donc Jean-Claude Méral, qui est à la fois philosophe de formation, qui est
président maintenant d'honneur de Planète Jeune Reporter sur les pas d'Albert Londres, et qui par ailleurs est coprésident de Idealogos, et qui a été élu dans toutes les strates des collectivités françaises pendant un certain nombre d'années. Donc, nous avons comme table ronde à aborder la question qui est, de notre point de vue, d'une très grande actualité, puisqu'elle s'intitule, plus exactement, l'information à la source des conflits ou de leur avènement. Alors, croyez-moi, enfin, je pense qu'on va tous être d'accord, je veux dire, cette thématique est vraiment d'une très grande actualité, à la fois au plan international, puisqu'on voit bien comment, pour parler, mais Habiba reviendra sur la manière dont l'information est traitée en Tunisie, en Afrique ou ailleurs, mais on voit bien à travers que ce soit l'Ukraine, la manière dont on traite le conflit ukrainien-russe à travers les médias. Il y a la Palestine, Gaza, Israël. Là aussi, on aura l'occasion d'aborder comment on traite cette information. Et en même temps, moi qui suis un peu l'actualité internationale, je me dis, on parle de l'Ukraine, on parle de la Palestine, tant mieux. Mais est-ce que l'on parle du Soudan, de cette guerre où il y a plus de 100 000 morts au Soudan? Pour ceux qui ont pu voir un reportage, à Khartoum, la capitale est complètement détruite. Est-ce qu'on parle régulièrement de ce qui se passe au Soudan? Non. République démocratique du Congo, avec le Rwanda, le Burundi, etc. 6 millions de morts dans la région des Grands Lacs. 6 millions de morts. Vous en entendez parler? Non. On pourrait aller parler du Yémen, de la famine au Yémen. On pourrait parler... peut-être qu'on y parlera avec une intervenante qui est sur l'Afghanistan. Parfois, on parle de l'Iran. Mais vous voyez, il y a quand même à travers ces conflits internationaux, il y a un positionnement des médias très sélectif, de mon point de vue. Mais, je veux dire, quand on a ce thème, l'information à la source des conflits ou de leur avènement, c'est pas propre simplement aux conflits internationaux. Regardez ce qui vient de se passer à Nogent, à Haute-Marne, cette assistante d'éducation qui a été poignardée. Regardez comment l'information est traitée. Ou d'autres. Comment, après, on abordera un certain nombre de questions, comment il y a aussi une instrumentalisation dans ce pays qu'est la France d'un certain nombre d'événements, de faits divers, qui sont des faits divers qui ont une résonance sociétale, mais avec une instrumentalisation. Donc, personnellement, j'ai trouvé ce thème très pertinent parce que l'information, dans la manière dont elle est traitée, diffusée, elle peut entraîner un certain nombre de positionnements de la part des citoyens, des citoyennes, des jeunes, etc. Et si on ajoute, et là je parlais des médias traditionnels, mais si on ajoute les réseaux sociaux, la manière dont circule l'information, on se trouve face à un certain nombre de difficultés. Donc, cette table ronde est vraiment très, très pertinente. La question que l'on va se poser, on va aborder différentes questions, c'est quelle est la responsabilité démocratique de l'information? Comment avoir une information qui soit une vraie information? Alors, Habiba peut-être interviendra là-dessus, puisqu'elle était en charge à l'Union européenne, pas à l'Union européenne, à l'Union africaine, pardon, Habiba, de la communication et de l'information. Parfois, est-ce que la communication, c'est de l'information? Est-ce que des informations, c'est de la... C'est, y compris dans les écoles de journalistes, on aborde cette question. Moi où je suis, on a des formations en journalisme, mais c'est loin toujours d'être évident. Donc voilà un certain nombre de questions qui vont se poser. Comment aborder la résolution des conflits, que ce soit internes ou externes? Comment faire en sorte que l'information ne soit pas manipulée, qu'elle soit accessible à chacun d'entre nous, pas simplement une certaine élite, mais à chaque citoyen, quelle que soit sa situation, sa diversité, etc., etc.
comment traiter une information qui soit juste et qui ne soit pas dans simplement la stratégie de faire le buzz. Je prends qu'un exemple, je ne prends pas parti, hein, mais comment on traite, on en parlait avec Habiba qui est très branchée sur le sujet, mais elle n'en parlera peut-être pas parce que c'est très sensible la question de la Palestine pour nos amis tunisiens, algériens, égyptiens, etc., palestiniens. On a vu la question de la flottille, on a beaucoup parlé de cette flottille, enfin il n'y avait qu'un bateau, et puis à côté de ça, il y a eu une conférence internationale à Paris avec l'OLP, le Parti communiste français, beaucoup d'acteurs internationaux, les médias n'en ont jamais parlé. On s'est penché et on a beaucoup parlé sur la flottille, etc. etc. Donc voilà comment avoir une information qui ne soit pas simple, qui soit juste, enfin une véritable information. Donc tout d'abord, je vais passer la parole à Habiba, qui est un peu notre grand témoin, et puis après... on abordera différents thèmes, on en a 3. Mais Habiba, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Claude. Pour éviter toute émotion de ma part, j'ai préparé une présentation, je vais essayer de vous la livrer. Je ne vous apprendrai absolument rien du tout en disant que l'information peut être définie comme l'ensemble des données, les faits, les connaissances et les analyses transmises par divers canaux de communication, médias classiques ou nouveaux, par les réseaux sociaux, les échanges interpersonnels. Ça, c'est la définition classique. L'information aussi, je peux ajouter, elle est essentielle à la structuration des sociétés. On ne peut pas vivre sans information, car l'information influence la prise de décision. Ça influe sur notre prise de décision, sur la formation de l'opinion. L'opinion et l'information fabriquent les opinions publiques, sur la dynamique sociale en général. C'est l'objet de notre rencontre. Mais à cet égard, je peux dire qu'il y a un côté court et un côté jardin de l'information. Regardons le côté court. L'information facilite la compréhension du monde en permettant aux individus et aux groupes de mieux saisir leur environnement politique, économique et social. Les éclairer sur les enjeux globaux. Normalement, ça, c'est sa responsabilité. Lorsqu'elle est fiable, lorsqu'elle est vérifiée, lorsqu'elle contribue à des décisions éclairées et responsables. Jean-Claude en a parlé un peu. L'information agit également en contre-pouvoir à travers les médias et les journalistes qui assument un rôle clé dans la transparence, qui normalement devrait assumer un rôle clé dans la transparence et la surveillance des pouvoirs politiques et économiques. Mais là, nous sommes dans le côté jardin, alors ils assument en dénonçant les injustices, promouvant la liberté d'expression et renforçant la démocratie. C'est ce que nous voulons, nous, en tant que citoyens. Elle éduque, elle sensibilise comme outil pédagogique essentiel pour développer l'esprit critique et la pensée analytique. Nous voulons avoir des citoyens et non pas des béni-oui-oui qui suivent ce que dit le JT ou le journaliste d'en face. De ce fait, l'information renforce la cohésion sociale et en rapprochant les individus et en favorisant la cohésion mutuelle et le dialogue. Passons maintenant au côté jardin. L'information, selon la manière dont elle est produite, diffusée et interprétée, peut être un élément catalyseur de tension et de conflit. Elle influence la perception collective des événements, la mobilisation des groupes et la dynamique des confrontations aux moyens de techniques rodées, de désinformation et de manipulation, et les techniques ne manquent pas du tout. La désinformation et la manipulation de l'information
sont de nos jours devenues des stratégies puissantes utilisées pour influencer les opinions publiques, attiser les conflits et orienter les décisions politiques ou économiques. Ces outils mis à la disposition des médias, les fake news et la propagande, tout le monde connaît ça, la propagation de fausses informations, l'instrumentalisation de l'histoire, la rélecture ou la sélection partielle des faits historiques peut nourrir des revendications identitaires et des antagonismes entre groupes sociaux. On joue de ça également sur les médias. Il y a les biais médiatiques et la polarisation. Une couverture médiatique orientée ou sensationnaliste accentue la fracture entre groupes opposés et alimente les confrontations. Nous en avons des cas. La propagande, là, nous arrivons au discours de la haine. L'histoire regorge d'exemples où l'information est utilisée comme arme pour manipuler les masses et inciter à la violence, limitant le dialogue interculturel, les radiquant même. Ils n'existent plus. On se déteste, on se hait. Ça fait d'autant plus mal lorsque c'est dans les démocraties que tout ça arrive, ou ce qu'on nous a appris, moi j'ai appris à l'école, la nôtre et la vôtre, que nous sommes dans une grande démocratie. Après, quand on regarde, quand on écoute, on ne trouve pas ça du tout. Au contraire. Il y a une médiatisation excessive des crises, mais certaines crises. Jean-Claude a parlé des oubliés de l'humanité. On n'en parle pas. Ce n'est pas intéressant. Ça ne se vend pas. Les couvertures médiatiques partiales alimentent la peur, stigmatisant certains groupes, ce qui conduit nécessairement à d'escalade de tension. Et nous allons nous retrouver à nous détester. L'entrée en jeu des réseaux sociaux n'a pas arrangé les choses. Ça rajoute une couche au chaos en enfermant des millions d'utilisateurs dans des bulles informationnelles qui renforcent leur opinion et les y emprisonnent. La rapidité de diffusion des informations sur les réseaux sociaux et la difficulté de vérifier, et c'est là où le bas blesse, de vérifier les sources ont aidé à amplifier les dissensions, nourrir les tensions politiques, sociales ou ethniques et ont favorisé la montée des extrémismes partout dans le monde. Moi, j'ai l'habitude, quand il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, de lire les commentaires. Et ça mérite de la recherche. Les commentaires sur les réseaux sociaux, ça mérite réellement que les académiciens s'y arrêtent pour voir un peu ce qui se passe là derrière. Résultat, il se dessine partout dans le monde une perte de confiance généralisée dans les médias et dans les institutions. Et c'est ça, c'est ce qui est le plus grave, entraînant au mieux des mouvements de contestation violents. C'est ce qui se passe chez moi. Les jeunes ne croient plus réellement. Et quelqu'un qui ne croit plus, il déteste. Et quelqu'un qui déteste, il devient violent. Et nous voyons ça tous les jours. Et ça arrive même jusqu'à la langue. Et on commence à détester tout ce qui renvoie et on déteste le général. On commence par le petit, le particulier, et on va au général. Ce que nous vivons aujourd'hui, et les exemples là encore ne manquent pas, que la promotion de la paix ne semble pas figurer parmi les priorités des moyens d'information. Moi, je vois au contraire un appel à la guerre. Par exemple, moi, je prends le cas de la guerre Russie-Ukraine, mais je vois, c'est horrible. Il faut le tuer, il faut assommer, il faut gagner, parce qu'au fond, on cherche à gagner. À la fin, peu importe le prix en vie humaine. Notamment, c'est pour ça que je veux lire, hein. Notamment celle des grandes puissances,
qui ont pignon sur rue, les moyens d'information, au sein desquels l'information est utilisée comme levier stratégique dans les tensions politiques, sociales et ethniques. Et ça, c'est prouvé. Pas de déontologie, rien du tout. Nous sommes chargés de mission. Je le dis et j'assume. Qu'ils soient de gauche ou de droite, les médias soumis aux désirs et volontés des acteurs politiques ou aux groupes d'influence usent mécanismes de désinformation. Ils usent de mécanismes de désinformation et de stratégies de manipulation pour attiser les conflits. Quand ça nous arrange, quand on veut que ça cesse, on change de stratégie. Je conviens qu'il ne faut pas généraliser, je suis d'accord avec vous, et qu'il existe encore des journalistes professionnels qui respectent la déontologie et qui font de leur mieux pour stopper l'hémorragie. Mais combien sont-ils? Sont-elles? Ce qui choque le plus dans le paysage, ce qui me choque le plus dans le paysage médiatique et politique actuel, c'est de se rendre compte que ce ne sont pas seulement les dictatures et autres pouvoirs autoritaires qui excellent dans la tromperie. Les bons exemples, les plus lourds, les plus significatifs viennent des plus grandes démocraties, qui se targuent à ce jour d'enseigner les bonnes pratiques démocratiques au monde, mais la mayonnaise ne prend plus. On ouvre les yeux sur un déficit désolant de communication éthique et une absence d'esprit critique face à l'information. Au vu et au su de tous, l'information devient un élément déclencheur des conflits ou de leur amplification. En conclusion, le contexte stratégique doit nous mobiliser, nous, citoyens du monde. Sinon, il sera bientôt trop tard pour agir. La fracture ne fait que s'élargir chaque jour davantage. Et ce n'est à moyen et peut-être long terme au bénéfice de personne. Je suis certaine que, hormis quelques extrémistes, tous les autres journalistes le savent. Si rien ne change, l'humanité va à la catastrophe. L'information est un champ d'action essentiel. C'est un outil puissant qui peut soit exacerber les tensions ou faciliter la résolution des conflits. D'où l'importance pour nous d'agir individuellement et collectivement et mettre en commun nos moyens pour responsabiliser les acteurs de l'information, pour promouvoir des pratiques journalistiques éthiques et une gestion responsable fondée sur la transparence, l'éducation et le dialogue équilibré qui protège nos sociétés contre la manipulation et la désinformation mortelle à petit feu. J'ai une série de résolutions que je vais dire très vite. Je propose de faire un grand effort pour l'éducation aux médias et à l'information, pour sensibiliser les citoyens, pour leur apprendre à identifier les sources fiables et à développer un esprit critique. Il ne faut pas ingurgiter tout ce que nous disent les médias. Le fact-checking et les médias indépendants, il faut encourager les initiatives qui garantissent une information fiable et neutre. Encourager le financement participatif, parce que tout est une question d'économie, madame la journaliste. Tout vraiment vient de là, parce que quand on a quelqu'un qui paye, des fois on ferme les yeux. Encourager le financement participatif et les abonnements pour garantir l'autonomie des médias indépendants. Nous devons participer au financement des médias si on veut qu'ils soient indépendants. Et l'encadrement juridique et réglementaire pour mettre en place des lois pour limiter la manipulation. Il faut sévir, il faut que ça cesse. Développer des politiques et des mécanismes de contrôle pour limiter la propagation de contenus trompeurs. Nous souffrons, moi je prends le cas de mon pays, pour les contenus trompeurs et on ne peut rien faire
Il y a une loi qui est sortie, mais tout le monde est contre parce que ça risque de saper la liberté d'expression. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver, il faut que les juristes se réunissent et trouvent des solutions à ce problème. Et en fin de compte, pour moi, la chose la plus importante, c'est le dialogue interculturel et la transparence. Nous devons nous parler, nous devons nous dire la vérité, nous devons s'écouter, ce que l'autre pense de nous, ce que moi je pense de lui, et essayer un peu de se retrouver à mi-chemin en favorisant la communication ouverte pour déconstruire les préjugés, nous vivons sous les préjugés, et réduire les tensions. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie. Tous les deux, c'est une petite parenthèse, on échange, souvent on n'est pas toujours d'accord, mais on échange et on dialogue. Mais vraiment, c'est pour ça notre think tank, c'est Idealogos. Alors, on a, suite à l'intervention d'Habiba, et puis nos amis qui sont là vont parler, on va aborder la question de l'information comme arme politique. Habiba a abordé la question et donc je vais me tourner vers... Vous aurez la parole dans la salle, mais je vais me tourner vers les personnes qui sont à côté de moi. Mais quand on regarde l'information, est-ce qu'elle n'importe pas les conflits, en fait? Si on prend notre pays, on pourrait parler d'autres pays, et Habiba est aussi là pour cela. Est-ce que la démocratie n'est pas en danger avec le rôle joué par les algorithmes, etc. Et je salue notre ami Jean-Paul Jouary qui est là, qui est un philosophe qui travaille beaucoup sur la démocratie, mais parce que je pense que information et démocratie, ce sont deux concepts qui sont très liés. Je veux dire, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'information. Il y a de véritable information. Il n'y a pas d'information s'il n'y a pas de démocratie et pas de démocratie s'il n'y a pas d'information. Donc c'est très lié. Et tu auras peut-être l'occasion de prendre la parole tout à l'heure, Jean-Paul. Donc, par rapport à cette question de l'information comme arme politique, je me tourne... Voilà. Est-ce que la démocratie est en danger? Est-ce que, voilà. Allez-y. Merci beaucoup. J'ai compris que c'est moi qui devais aller au front en premier, c'est ça? Alors, il y a un petit Larsen. Est-ce que la démocratie est en danger du fait de la qualité de l'information? C'est ça la question. Bon, moi, je vous rejoins, Habiba, sur un certain nombre de points. Qu'est-ce qu'on appelle l'information, en fait? Déjà, à la base, c'est quoi le marché de l'information? On a les médias traditionnels. Alors moi, j'ai 40 ans, donc je suis devenue journaliste à l'époque où l'information était délivrée en grande partie, par la plus grande partie, par les médias traditionnels. Et puis aujourd'hui, l'information, c'est quoi? Si on reprend un peu, je ne les ai pas en tête de façon très précise, mais si on regarde comment les gens s'informent aujourd'hui, et en particulier comment les jeunes s'informent aujourd'hui, les médias traditionnels sont en grande partie battus. Donc, c'est là que je trouve qu'il y a une petite distinction à faire entre ce qu'on appelle l'information et ce qu'on devrait appeler l'influence. Parce que... sur les réseaux sociaux en particulier, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas sur... les algorithmes n'encouragent pas des contenus qui promeuvent une forme de vérité, qui promeuvent la recherche de la vérité. Les algorithmes promeuvent d'abord des formats avec un certain nombre de règles sur le temps, des réels, sur Instagram a donné un certain nombre de prérequis comme ça pour faire monter ses contenus dans les algorithmes. Donc les gens se plient à ça, les médias se plient à ça. Et d'ailleurs, Proche ou Rien, c'est le média que je représente. On est sur Instagram et on se bat contre un monstre, puisqu'on essaye de faire de la connaissance et du décryptage, de l'analyse, de prendre de la distance sur un média qui par définition, cherche autre chose.
Donc, c'est ça la difficulté. Et quand on parle de démocratie, aujourd'hui, les États sont en face de mastodontes qui sont les GAFA, que sont les réseaux sociaux, qui ont été développés dans les démocraties, enfin aux États-Unis en grande partie, mais qui sont utilisés par des puissances, la Russie, je pense par exemple au Qatar qui est très actif sur AG+, AG+, c'est un média qatari qui fait de l'influence aussi. Et donc les démocraties sont en proie avec ces problèmes-là, qui est de comment on fait pour, quand on a des gamins qui ont 15 ans et qui passent leur journée à scroller, les parents ne savent pas ce que regardent leurs enfants, et ben comment on fait pour contrôler un peu le flux de l'information sur ces réseaux sociaux-là. Aujourd'hui, on est battu. On est battu parce qu'il n'y a pas assez de régulation et qu'il y a un laisser-faire, parce qu'il y a un dépassement sans doute technologique, peut-être un dépassement philosophique aussi, de l'espace pris par les réseaux sociaux. Et je voudrais dire aussi autre chose. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des journalistes, la responsabilité des journalistes. Et évidemment, c'est pas moi qui vais vous contredire. Aujourd'hui, c'est très important, cette responsabilité-là. Mais en fait, aujourd'hui, qui est journaliste? Dans le sens, qui diffuse de l'information? Eh bien, c'est nous tous. Parce que nous tous, on a un smartphone, on a des réseaux sociaux, et que nous tous, à un moment donné, il est 23h, on est dans notre lit, on voit un truc qui nous énerve un peu, et hop, je le rebascule en story. Hop, je le retoque. Ben, on a aussi une responsabilité très grande sur notre rôle à nous, en tant que citoyens, dans la diffusion et la circulation des informations. Et donc, je suis très d'accord avec vous, Habiba. Pour moi, la base de la base de la base, c'est la régulation, mais c'est aussi l'éducation aux médias. Il faut que nos enfants, et nous-mêmes en fait, parce que même les adultes ne savent pas très très bien comment ça marche, mais il faut qu'on sache comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionnent les médias. Il faut qu'on connaisse à qui appartiennent les médias. Il faut qu'on sache qui sont les propriétaires des médias qui nous influencent aujourd'hui, ou qu'on lit, qu'on écoute. Il faut qu'on sache ça. Et puis, il faut qu'on sache c'est quoi un algorithme, comment fonctionne un algorithme, quelle est la portée d'une publication, quelles sont les conséquences de la circulation de ces informations-là qui vont dans tous les sens et qu'on n'a pas toujours la capacité intellectuelle de mettre à distance. Je pense à une chose en vous parlant, et après je donnerai la parole. Je pensais récemment à un ami avec qui on avait une discussion un peu houleuse sur l'actualité. Et en fait, je ne vais même pas vous dire de quoi, mais on parlait d'un fait d'actualité et on n'était même pas d'accord sur le fait. C'est-à-dire qu'on n'était même pas d'accord sur qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, au fil de la discussion, mon ami me dit « Mais en fait, tu sais, moi, Noémie, c'est très simple. Il y a trop d'infos. Je suis fatiguée. J'en peux plus. » Et ça, la fatigue informationnelle, elle est documentée aujourd'hui. Je suis crevée. Donc moi, maintenant, aujourd'hui, c'est simple. Je vais pas citer, mais je regarde un journal et j'écoute une radio. Et je m'arrête là. Bon, moi, je suis journaliste. Quand j'étais à l'école de journalisme, on m'a appris à surtout ne pas faire ça, à faire tout le contraire. C'est-à-dire à lire du Monde Diplo, au Figaro, même plus à droite, etc. À avoir toutes les sources, à ne pas se fermer, à pas rentrer. Bon, bah, aujourd'hui, il y a une fatigue, une infobésité, comme on l'appelle, qui fait qu'on est amené rationnellement, et franchement, je nous comprends, à faire des choix et à dire non mais ça, en fait, ce n'est pas possible. Je ne suis pas en capacité de traiter toute cette information, donc je vais mettre de côté, je vais faire un tri. Et ce tri-là, il nous tue. C'est ce tri-là qui tue la démocratie. Vous parliez de bulle informationnelle. Moi, je crois que c'est ça qui nous coûte énormément, et c'est contre ça qu'il faut agir. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Merci pour cette intervention. C'est complexe. Enfin, moi, je peux donner un peu mon témoignage en tant qu'ancien dirigeant de télévision locale, et pour introduire un peu la notion de proximité et de territoire.
Alors, on y reviendra après. Sur l'aspect politique, effectivement, puisque c'était un peu le point de la question, je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement l'accélération de l'information, le traitement ou le non-traitement de l'information. Et considérer qu'aujourd'hui, il y a deux approches qui sont celles d'une information factuelle, c'est-à-dire qu'on fait que constater, et de manière peut-être la plus honnête, puisqu'on se base sur des faits et on la relate, mais sans la commenter. C'est ce qu'ont fait beaucoup de télévisions locales pour des raisons de moyens et pour des raisons d'objectivité et compte tenu d'une information de proximité qui ne nécessitait pas nécessairement de rentrer dans l'investigation. Et là, je viens sur cette deuxième approche, qui est une approche beaucoup plus fondée, beaucoup plus responsable, qui est celle de donner du sens à une information, celle de la traiter avec toute la distance qu'il faut avoir. Et je reviens effectivement sur la notion de libre arbitre, qui me semble essentielle, mais qui dépasse complètement, à mon sens, la notion d'information, mais qui est une dimension de l'éducation essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'imagine pas qu'on puisse avoir des cours qui évacuent la notion de philosophie et la notion de libre arbitre à l'école, qui nous permettrait certainement d'avoir une vision de l'information et du traitement de la communication au sens large, sans doute différemment. Je fais une parenthèse sur effectivement les fake news, le développement de la désinformation, et notamment au travers des réseaux sociaux, et sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se donne la possibilité de faire du journalisme. Bah, le journalisme, c'est un métier quand même. Et alors, ça n'exclut pas aussi, et c'est une très bonne chose, d'avoir replacé la notion d'information dans une approche très néophyte, parce qu'elle est immédiate, elle relate des faits évidents. Le problème, c'est que derrière, elle est manipulée, avec tous les risques que ça entraîne. Voilà. D'où l'importance de la parole. Merci. Oui. Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Et on ne peut pas faire l'économie, à mon sens, d'un travail de définition. Et on le voit dans toute la richesse des interventions, que sous le terme d'information, on peut recouvrir beaucoup de choses. Et ce qui est donné pour de l'information aujourd'hui est en fait beaucoup du formatage. Puisque informer, littéralement, ça veut dire donner forme. Et on a une sorte de paradoxe, puisque est-ce que l'information, c'est l'accès à un terme que pour l'instant on a peu utilisé, à la vérité? Vous l'avez mentionné à la fin de votre propos, j'étais heureux de l'entendre. Est-ce que être informé, c'est avoir accès à la vérité, à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les faits? On ne se demande pas si Napoléon a existé ou non. On ne se demande pas si Jeanne d'Arc a existé ou non. Ce n'est pas une opinion de savoir si Jeanne d'Arc a existé ou non. Enfin, on pourrait essayer méthodologiquement de prouver que Jeanne d'Arc n'a pas existé, mais il faudrait faire beaucoup plus d'efforts pour montrer qu'elle n'a pas existé que pour dire qu'elle a existé. Donc, ça s'appelle des faits. Et l'un des enjeux de l'histoire, notamment, et ça devrait peut-être celui du journalisme, c'est d'établir des faits, c'est-à-dire des données. Bon. Or, le paradoxe, c'est qu'il s'agirait d'accéder à cette vérité, à cette réalité, à ces faits, mais en même temps, on leur donne forme. Il est là le paradoxe de l'information. Est-ce que la vérité est quelque chose qui se construit? Est-ce que le réel, la réalité, est quelque chose qui se forme? Eh bien, c'est là que la question se pose. Comment est-ce qu'on passe de cette idée de transparence, d'accéder aux faits, hein, on est d'accord ou pas sur les... On peut pas être d'accord sur les opinions, mais on est censé... est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a existé? Qui va contester que la Deuxième Guerre mondiale a existé? C'est pas une opinion. Après, on peut, sur les interprétations, on peut diverger. Sur les opinions, bon. Donc, s'agit-il là... Est-ce que l'information est la source des conflits ou de leur avènement? En fait, c'est une histoire de cadrage. C'est comme au cinéma, c'est l'œil de la caméra qui va décider ce que vous voyez. C'est ce que dit un philosophe Bergson qui dit, en fait, dans la réalité, vous allez voir ce qui vous intéresse. Voilà, c'est très animal. Vous allez ne pas voir certaines choses, allez voir d'autres, parce que ça, vous en avez besoin pour survivre. Ça vous intéresse. Donc votre regard, en fait, est un prisme.
Nous n'avons pas accès à la vérité nue. Notre regard déjà va filtrer les choses. Et pas seulement notre regard, bien sûr, notre esprit. Et donc la question, c'est comment nous serions dotés, et là je vous rejoins totalement, d'outils qui vont nous permettre d'interpréter, de comprendre, d'analyser. Il y a un autre philosophe, Kant, qui dit « J'appelle public la société des gens qui lisent ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens qui vont pouvoir prendre de la distance. Donc le livre, on prend de la distance, on prend du recul, on prend du temps. Et donc on va pouvoir revenir réinterpréter. On n'est pas simplement collé à ce qui nous est donné. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de photographies prises en 2 minutes que dans tout le 19e siècle. C'est vertigineux, hein? En 2 minutes, là, plus d'images, de photos prises que durant tout le 19e siècle. Donc ça veut dire que ce n'est pas de l'information, c'est de l'impression, et on peut truquer des images, on peut truquer des discours. Donc, il y a l'information, il y a la communication, qui est déjà la présentation d'une certaine manière des choses, il y a la propagande, il y a le formatage, et il y a l'idéologie. Et c'est quoi l'idéologie? Et c'est ce que Marx nous donne comme définition, c'est la vision du monde qui se prend pour la réalité du monde. On a une vision du monde qui va dire « je suis le réel ». Voilà. Ben voilà, je suis le réel. Ma vision du monde, c'est qu'il y a des races qui sont supérieures et des races qui sont inférieures. C'est la réalité, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement puissant que si jamais la réalité contredit l'idéologie va dire en fait le réel trompe. Le réel, c'est l'idéologie qui a. Et d'ailleurs, on va réécrire l'histoire. C'est ce qui se passe en 1984. Par exemple, on dit dans 5 ans, la production aura doublé. 5 ans plus tard, la production a baissé de moitié. On va réécrire en disant, dans 5 ans, en fait, la production aura baissé des 3/4. Et nous n'avons baissé que de moitié. Vous avez vu? Donc, la question, en effet, et je ne pourrais pas être trop long, c'est bien comment on va pouvoir se doter, plus que d'outils, je dirais, mais même d'une éthique. On va employer des gros mots, hein, voilà, d'une éthique. Pour moi, il n'y a pas de possibilité d'information sans rapport à la vérité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le rapport à la vérité. Or, une opinion n'est pas une information. Il y a des chaînes d'information qui sont des chaînes d'opinion. Vous entendez des opinions, voilà, et des gens expriment leur opinion. Bon. Donc, je pense que cette distinction, d'avoir comme critère ce que c'est que la vérité, les faits réels, on peut après discuter des interprétations, on peut être plus ou moins d'accord. C'est déjà la première chose. Donc ça suppose une éthique, et ça suppose donc, et j'en terminerai par là, puisque vous m'avez interrogé sur la parole, et si j'ai fondé ce Centre des arts de la parole, parce que ça fait 30 ans que je travaille sur la parole, sur la parole incarnée au théâtre, la parole philosophique, la parole du débat citoyen, politique, ben effectivement, je pense qu'un sujet, c'est comment on répare la parole. Réparer la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer que la parole engage. Qu'il y a un enjeu qui n'est pas juste de bien parler, ça s'appelle l'éloquence, mais de parler juste. Parler juste. On était à l'émission de Sud Radio, justement des voix citoyennes, il y avait marqué « parler vrai » partout. J'ai dit « c'est très bien, parler vrai ». Mais parler juste, c'est pas mal non plus. Comment on va justement être aligné éthiquement? Et donc, ça veut dire en effet former, éduquer à la parole, apprendre, et je vais tout de suite donner les préconisations que nous portons avec le Centre des arts de la parole. Il y en a 3. La première, c'est enseigner les arts de la parole à l'école. Le dialogue, le débat, le récit, puisque la parole se construit, se raconte. La deuxième, c'est former à l'écoute dans toutes les organisations, dans le monde du travail. Comment on fait en sorte que la parole soit pas seulement dite, mais elle soit entendue, écoutée, prise en compte. Et la troisième, c'est comment on fait en sorte que la qualité de la parole devienne un critère de la RSE. Dans la RSE, vous avez aujourd'hui la responsabilité sociale des entreprises, vous avez l'environnement, bien sûr, il ne faut pas polluer, etc., capital. Vous avez les relations sociales, pas de harcèlement, très bien. Et bien moi je dis, la question de comment on se parle les uns les autres, comment on se respecte,
comment on se prend en considération, et vous l'avez très bien dit, Habiba, comment effectivement on va s'ouvrir dans le dialogue interculturel, comment on va accueillir la différence et pas la rejeter. Vous avez très, à mon avis, on est très en phase là-dessus. Comment on va faire en sorte que la parole devienne un critère, parce que si on se parle mal, on se fait mal, on se nie, et ça devient très compliqué, ne serait-ce que de se mettre d'accord ou d'être en désaccord sur des points. Parce que la parole en moins, c'est de l'humanité en moins. Donc pour bien informer, il faut déjà former et se former à la parole. En fait, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, il faut donner du temps à la formation. Donc il faut avoir la formation nécessaire. Vous avez beaucoup parlé de la philosophie, beaucoup parlé de l'histoire. C'est-à-dire comment on peut, quand on est journaliste, et que l'on est poussé par sa hiérarchie, et le temps, je veux dire, quand on a les chaînes d'information en continu, etc. Moi, je connais un certain nombre, enfin, on connaît tous des journalistes, il faut aller vite. Parce que s'il y a un fait, si on ne parle pas, on risque d'être dépassé. Or, parler d'une information, pour traiter une information, il faut avoir les éléments qui permettent en amont de savoir. Quand on parle du conflit israélo-palestinien, qu'on parle de la question de l'Ukraine et ailleurs, si on n'a pas ce recul historique, donc les éléments d'information, eh ben, on reprend ce que l'idéologie dominante, dans chaque pays est là. Donc, une des préconisations, c'est quand même, au niveau de la formation, au niveau du journalisme, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire, vous avez à écrire un article. Alors, il y a les grands reporters prennent le temps, mais ils ont les moyens, parce qu'il y a aussi une question de moyens. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas les moyens, donc, vous écrivez un article ou une émission de radio, mais vous prenez pas il n'y a pas ce recul nécessaire. Et parfois, en n'ayant pas le recul nécessaire, on est dans l'anecdote. Souvent, l'anecdote qu'on n'a pas pris dans tel ou tel secteur. Donc, la formation est fondamentale. La formation historique, la formation philosophique, la formation géographique. Or, quand on regarde, alors je ne sais pas s'il y a des enseignants qui sont là, mais à un moment, on voulait faire reculer l'enseignement de la philosophie. L'histoire allait presque disparaître, etc. Or, sans ces formations-là, vous êtes complètement démunis. Je veux dire. Donc, vous êtes dans l'immédiateté. Vous n'avez pas le recul nécessaire. Alors, puisque l'heure avance, mais... et on vous donnera la parole après, hein, je crois après les trois, ou maintenant. C'est bon? Ah bon, d'accord. Non, mais je regarde notre ami. Alors, parce qu'on terminera sur un élément qui, à mes yeux, à nos yeux, est important, c'est la proximité. On parlait d'éducation aux médias. Donc l'éducation aux médias, c'est l'approche territoriale, c'est dans les territoires. C'est comment on crée de l'information, comment on met les citoyens en capacité de créer de l'information, donc la parole, etc. Donc on va aborder ces questions tout à l'heure, mais il y a un élément, l'information comme marché, comme outil de pression, et au plan économique. C'est-à-dire, il suffit de regarder chaque jour les informations, ou sur... Vous parliez d'Instagram, etc. Tout ce qui circule sur TikTok, etc. Et tout sur les réseaux sociaux. Mais au niveau, c'est comment l'information, je mets des guillemets, est utilisée pour développer l'économie, pour des stratégies économiques, en définitive pour le business. Et c'est aussi l'utilisation de YouTube, TikTok, etc. Les manipulations qui existent à travers l'information, c'est, depuis des années, c'est les cours de la bourse. Voilà, donc, il suffit qu'il y ait une information qui arrive, qui part, parce que comme c'est en temps réel, hop, la bourse s'effondre. Et à partir c'est un peu ce que Trump a fait, qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent. Donc, l'information, entre guillemets, utilisée comme vecteur capitalistique, en définitive, au développement économique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais vous...
Non, non. Ou Abiba, hein, si tu veux. Il y avait un deuxième micro tout à l'heure qui... Oui, il a disparu le deuxième micro. Ah, il ne marche pas. Alors, est-ce que vous pourriez me formuler une question La question, c'est que l'information, normalement une information, c'est donné, il y a eu tel fait, ce dont on parlait tout à l'heure, tel fait, on donne cette information. Est-ce que les faits, s'ils sont manipulés, ils sont souvent manipulés, pour entraîner des éléments économiques au niveau du business? Je parlais de la bourse, voilà, quand on annonce une réaction en chaîne, l'information entraîne une réaction au plan économique, c'est l'effondrement de la bourse. Voilà. Mais j'en reviens toujours à la même chose, en fait, c'est l'éducation aux médias. C'est toujours pareil. Quand je vous parlais tout à l'heure d'éducation aux médias, dans le sens où, alors, il y a comment s'informer, c'est quoi une information, c'est quoi vérifier une information, la contradiction des sources, etc. Mais il y a aussi, évidemment, dans cette éducation-là, qui détient les médias, dans quel objectif, comment fonctionne aussi la publicité dans les médias, c'est quoi le brand content. Je sais pas si... Est-ce que vous savez ici ce que c'est le brand content, par exemple? Bon, il y en a qui savent parce que... Voilà. Mais moi qui suis journaliste et qui travaille dans les médias, le brand content, donc c'est on va dire que c'est un contenu qui est acheté par des marques qui utilisent les codes, les codes classiques, voilà, du journalisme et de l'information, et qui en fait a quand même pour objectif de vendre un récit, ou de vendre un produit, ou de vendre un service. Bon, et ben je constate autour de moi que peu de gens arrivent à identifier dans un magazine, ou même sur une chaîne d'infos, etc., qu'est-ce qui est issu d'une rédaction indépendante et qu'est-ce qui est issu d'un service marketing. Et parfois, ça se ressemble. Donc, bon, voilà, en fait, je reviens toujours à ça. Informer sur comment fonctionnent les médias, quel est le business model des médias. Et il n'y a pas de gros mots. Et quand je parle de brand content, ce n'est pas pour le dénoncer, c'est simplement pour que les citoyens aient la capacité de savoir identifier ce que c'est. Oui. Qui finalement se transforme en ça vous coûtera tant. Oui, oui. Et donc, quand oui, on oui. n'est pas, excusez-moi de vous couper, mais quand on n'est pas éduqué à ça, et qu'on n'est pas habitué, qu'on n'est pas dans le milieu, il y a beaucoup d'entreprises qui se font avoir par toutes les chaînes d'infos qui vendent ces moments justement de télévision très chers. Absolument. Et moi, c'est quelque chose qui me pose un problème personnellement. Ce n'est pas vu. Enfin, il n'y a pas vraiment de public là-dessus. Et on vous vend quand même une cible soi-disant importante pour votre discours. Donc c'est quand même grave. Alors, moi, je voulais juste prendre la parole, mais vraiment 5 minutes, parce que j'ai beaucoup apprécié ce que je viens d'entendre là aujourd'hui. En face de moi, Biba, merci, enfin toutes les personnes, y compris Monsieur Gérald Garuti. La parole, c'est important, le vocabulaire aussi. Parce que sans vocabulaire, il n'y a pas de parole. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'information, on ne choisit pas les bons mots, volontairement, involontairement. Peut-être que même nous, aujourd'hui, lorsque l'on expose un problème ou une information, on va se servir de mots inconsciemment que l'on a entendus. On a ouvert ce débat en parlant, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine, en Israël, en Palestine, pas Palestine, enfin, au Soudan. C'est important d'employer les bons mots, des mots justes. Parce que si on ne le fait pas, la parole sera fausse, l'information sera transformée. Et ce ne sera plus de l'information. Ce sera de la manipulation, je pense. Donc, tout ce que vous avez dit, je trouve que c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'information, pour moi, n'en est plus. Ça n'est que manipulation. On a perdu le sens du mot information. On prend les faits, enfin ce qui se passe, on les transforme à des fins politiques ou autres. Et ça, c'est très, très important. Parce que si on n'emploie pas les bons mots, les mots justes, les mots vrais, si on transforme le nom d'un pays au dépend
d'un autre pays, ou si on confond les choses, eh bien, ça veut dire qu'on adhère à justement cette désinformation. Et ça veut dire qu'on adhère à cette manipulation. Vous parlez du langage. En fait, oui, et vous avez raison. Je suis d'accord avec vous et je constate ça aussi. En fait, effectivement, de plus en plus, on arrive à ne pas se comprendre. On ne se comprend pas parce qu'on n'a pas la même définition des mots. Et le climat, le débat se dégrade fortement du fait de ça. Mais en fait, pour moi, c'est un indice. C'est pas la cause du problème, c'est la conséquence du problème. Et à mon avis, en traitant le problème à la source, c'est-à-dire en apprenant à se parler, en faisant de l'éducation, en faisant de l'histoire, en faisant du décryptage, de l'analyse, etc. Vous parliez d'éthique. L'éthique, elle est là aussi, c'est-à-dire d'avoir comme fondamental de devoir transmettre ça aux jeunes générations. La qualité du langage, la qualité de la précision des mots qu'on emploie. C'est très important. Et ça doit faire partie de l'éducation. Mais la dégradation, finalement, du langage, pour moi, c'est un signal. Un signal faible d'une dégradation profonde du débat démocratique. Et donc, Merci. Moi, je vais bien prendre la parole aussi. D'abord, pour vous dire que j'ai grandement apprécié vos interventions. Évidemment qu'elles ont tout le sens. Et que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que forcément, on est quelque part en accord avec tout ce que vous dites, avec ce que l'on constate, avec le fait que dans nos expériences de vivre, moi, je suis une expérience un peu ancienne aussi, mais j'évolue dans ce monde, dans la communication aussi, puisque je porte une association qui communique avec des mots vrais, des choses justes, avec du cœur, avec de la vérité, avec surtout la souffrance des autres. Et ce qui m'interpelle et ce qui me rend triste, évidemment, comme vous tous, c'est que on a envie, à un moment donné, de se dire, bon, on fait table rase, parce que la jeunesse que l'on connaît, que l'on observe, que l'on aime aussi, puisqu'on a autour de soi de la jeunesse, elle est dans une autre galaxie. C'est pas une montagne que nous avons à franchir pour essayer de faire évoluer ce petit monde. C'est l'apprentissage, ça, on est d'accord. L'intelligence des mots, on est d'accord. La lecture qu'on a perdue, qu'ils ont perdue. Tous ces non-sens qui ont été installés, parce que pour moi, la communication, elle est à la fois intéressante si on sait la décrypter. Dans tous ces jeunes que l'on croise tous les jours, et je le vois aussi quand on fait, nous, rentrer des jeunes dans une association, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais pour aller sur ce réseau-là, il faut que le gamin il sache parler aux gamins. » J'avais ce discours hier avec une stagiaire chez nous qui me dit « Oui, mais tu comprends, Stéphanie, c'est bien, la communication, elle est géniale chez Laurette Fugain, mais ça ne parle pas au mômes. » Mais je dis « Oui, mais il n'y a rien qui va leur parler. C'est pas parce que nous, on va mettre notre tronche d'années... voilà. Même si on se sert de ces mômes pour parler à d'autres mômes et qui viennent réinstaller un langage qui n'est pas le bon, pour dire des choses qui sont vraies, on s'en sort pas. Donc là, on est dans un constat. Qu'est-ce qui se passe demain avec en plus l'intelligence artificielle qui est censée avoir raison à tous les bouts de chemin, qui est utilisée énormément par les jeunes, qui vont être encore moins instruits, qui auront encore moins la faculté d'analyser, etc., etc. Donc, c'est pas une montagne que nous avons à faire, même avec la plus grande volonté du monde, parce que en tant qu'anciens, on a envie de laisser des traces. Moi, j'ai la chance d'avoir des petits-enfants aussi, qui ont déjà 18 ans et 21 ans. Depuis qu'ils sont nés, je leur parle avec ce qui a été mon éducation. Et je constate aujourd'hui qu'ils ont retenu des choses. Ça veut donc dire qu'ils ont eu la chance, peut-être, en tout cas je suis contente de le constater maintenant quand ils m'en parlent, d'avoir ces notions. Mais pour tous ces autres enfants, pour tous ceux qui sont largués, on va dire, avec pas la chance d'avoir été éduqués, je le constate aussi tous les jours dans mon combat, puisque l'histoire du don de vie que je porte,
des dons de sang, plaquettes, moelle osseuse, ça se faisait dans la famille, parce que les parents avaient ces notions de je peux donner à l'autre ce dont il a besoin. Mais là, comme les familles ne portent pas ça, les enfants ne le portent pas. Donc c'est un travail monumental, un truc de fou. Tous les jours, on recommence et on recommence et on redit à chaque fois ce que l'on porte. Donc, évidemment, moi, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours à porter des mots, et je vous rejoins, Gérald, parce que c'est tellement essentiel, la parole. Quand il n'y a pas de parole, c'est la guerre tout le temps. On en parlait tout à l'heure avec le monde associatif, par exemple, qui devrait être un monde vertueux, qui devrait être un monde fort. Voilà. C'est la guerre. C'est la guerre. On fait des rassemblements associatifs. C'est la guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me touche mes tripes, mon cœur, et je ne comprends pas. Donc, je suis toujours celle qui voit le verre à moitié plein, mais je me pose quand même ces questions. J'aimerais, en tant que journaliste, j'ai eu ma formation de journaliste, d'abord à l'Institut tunisien de presse et ensuite à Paris, à l'Institut français de presse. Et on nous a appris qu'il y a une ligne éditoriale pour chaque média. C'est-à-dire ce que nous demandons aux médias, personnellement, c'est de déclarer leur ligne éditoriale. Vous parlez, vous roulez pour qui en langage, mais pas de manipuler, de parler de liberté d'expression et de interdire la liberté d'expression à l'autre, de ne prendre qu'un seul angle et de s'y tenir et de bannir l'avis contraire. C'est ça ce qui est choquant, parce que je vous disais, moi j'étais à l'Institut français de presse et j'ai appris ici la formation. Après, quand je regarde chez moi, parce que chez nous on regarde aussi TF1, 2, la 5, la 4 et tout ça, tout ce que vous regardez vous aussi, ben je me dis, mais bon sang, tout ce que j'ai appris, il est passé où? Pourquoi je n'entends qu'une seule vision? Pourquoi il y a toujours un méchant et c'est l'autre et bon, et c'est moi? C'est pas ça ce que j'ai appris. Et tout à l'heure, pardon, Jean-Claude avait posé la question, ça porte atteinte à la démocratie. Et on ne croit plus à la démocratie. Alors, c'est une démocratie, c'est un patron de démocratie, un habit que nous, on va pouvoir jamais le porter, parce qu'on ne croit plus. C'est ça que c'est déclaré. Dites votre ligne éditoriale, et c'est normal, et chacun est libre pour choisir la ligne éditoriale, mais que ça soit clair, que ça sorte de la manipulation et que ça sorte de prendre les gens pour moins intelligents que soi, tout simplement. Moi, c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais dire, respectons-nous. Si vous me respectez, vous me dites, moi, je crois à ça, je suis dans ce mood, je suis là, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je peux vous donner mes arguments, je peux vous expliquer, mais je comprends que vous ne soyez pas là. Et on est amis et tout se passe très très bien. Non, c'est le fait de imposer un schéma, imposer une vision, et en plus se faire croire que c'est la meilleure et que celui qui n'épouse pas cette vision, c'est quelqu'un de hors sujet. C'est ça ce qui choque un peu nous autres de l'autre côté, vos amis de l'autre côté de la Méditerranée. Merci. Oui. Je ne vais pas reprendre tout ce qui m'a intéressé dans tout ce qui a été dit, mais beaucoup de choses, il y a trop de choses. Simplement, faire quelques remarques. Je voulais dire d'abord que je ne suis pas du tout nostalgique du passé, et encore moins du lointain passé. Je travaille beaucoup sur la préhistoire, donc vous voyez, ça peut aller très loin. Mais il y a quelque chose qui me frappe. Quand j'ai travaillé sur Mandela, quand j'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, où j'enseigne depuis longtemps, c'est que tout ce qui vient d'être dit, c'est en rapport avec tout ça. Le choix des mots, l'importance de la parole, les décisions collectives, le souci du dialogue. On ignore souvent, mais l'essentiel de l'histoire de l'humanité, ça s'est fait
dans une démocratie, avec les moyens d'époque, les palabres. C'est-à-dire qu'une décision est à prendre, tout le monde, hommes, femmes, on se met dans un endroit précis. Alors, au Rwanda, c'était l'herbe douce, ailleurs, c'était sous un arbre, etc. Et on discute, on dialogue. Hommes, femmes, les enfants assistent d'ailleurs, ça peut durer des jours et des nuits. Et à la fin, on décide. Et à la fin, on décide. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre tout ce qu'on dit là et puis la démocratie tout court. Et quand j'ai travaillé sur Mandela, mais ça fait des années et des années, ce qui m'a frappé, c'est que si on avait appliqué le droit international, qui dit que l'apartheid est un crime contre l'humanité, donc imprescriptible, ça n'aurait jamais pu se passer, ce dépassement de l'apartheid. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Mandela? Devant ses juges, il a tout décrit d'ailleurs. J'ai lu Marx, j'ai lu les constitutions américaines, anglaises, françaises, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais toute mon éducation politique, c'était dans la tradition de l'Ubuntu, cette tradition de palabres dans mon petit village, où je voyais tout le monde discuter, discuter et décider. Avec Ubuntu, ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Le souci du bien commun, je dois y participer et m'y soumettre. C'est une belle décision de la démocratie qu'on trouve chez Kant, après Rousseau. Voilà. Et donc, la parole, ça a été le moteur de la démocratie pendant des dizaines de millénaires. Mais ce n'était pas de la démocratie, puisqu'il n'y avait pas d'État. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, les problèmes sont très différents. On n'a pas. Aujourd'hui, on reçoit des nouvelles en temps réel de l'autre côté de la planète. On sait davantage un petit fait divers qui se passe au Pakistan ou au Soudan que ce qui s'est passé dans notre immeuble. C'est très compliqué. Mais on oublie souvent ce que média veut dire. Média, ça veut dire entre deux. Un média, c'est quelque chose qui, entre quelqu'un qui parle ou qui écrit et la personne qui reçoit, c'est tout un dispositif technique et idéologique aussi, et d'élaboration. Ça veut dire qu'un média, c'est quelque chose qui me lie au reste des humains et qui m'en sépare en même temps. Et c'est là le problème. Comment fait-on pour que cette médiation ne soit pas ce que, bon, vous citiez comme l'idéologie qui remplace le réel, hein. Petite anecdote, vous savez, le petit Trump, il a eu son éducation lui aussi, mais pas la même que celle de Mandela. Son père l'emmenait voir un prédicateur qui est devenu l'idéologue du Trumpisme, qui l'enseignait religieusement que l'important, c'était de faire croire et non pas de faire connaître. On a les textes, c'est là, parce qu'il en a fait des livres ensuite. Et le petit Trump, ça a été le creuset de sa stratégie, hein. Et au niveau planétaire aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les algorithmes, enfin les ingénieurs du chaos, comme les appelle Ampoli, etc., chacun peut recevoir ce qu'il pense déjà ou voir détruit ce qu'il pense déjà. C'est-à-dire qu'un certain Finkelstein aux États-Unis a réussi à faire élire au Texas, à l'époque, la première élection de Trump, un gouverneur en l'empêchant de se montrer et de parler. Tout consistait à détruire avec des fake news le candidat adverse démocrate. Et l'autre a été élu avec presque 60% des voix. Personne ne l'avait vu ni entendu. Voilà. On a du mal à imaginer tout ce que nous recevons et qui relève de cette logique aujourd'hui. Et c'est vrai que la seule façon pour nous tous, alors il y a, je ne vais pas reciter, hein, effectivement, l'éducation, l'école, évidemment, toujours, mais on réalise mal à quel point des décisions politiques plus les technologies aujourd'hui ont pratiquement supprimé toutes les disciplines de réflexion au collège et au lycée. Il n'y a plus de dissertation française. Maintenant, il n'y a plus de possibilité de dissertation philosophique puisqu'ils vont sur ChatGPT. Et donc, il n'y a que des exercices. À Sciences Po, il n'y a même plus d'épreuves. Moi, j'étais membre du jury pendant 10 ans. Il y avait une épreuve de réflexion. Ça s'appelait... je ne sais plus comment ça s'appelait. Ordre général, ça s'appelait. C'était de la philo littéraire. Bon. Et donc, comment faire en sorte... pour
qu'on entrave cette logique qui est mortifère pour l'humanité. Alors il y a effectivement la responsabilité individuelle et le dialogue. Et des réunions comme ça, et les associations dont j'entends parler, là. Voilà, je pense que le local est devenu essentiel pour donner des germes de modifications institutionnelles, juridiques, régulatrices, pour dépasser ce que nous sommes en train de vivre. Cultures différentes. C'est énorme ce qui existe dans le pays. Et donc si, au niveau des jeunes, on n'intègre pas cette réalité-là, qu'ils sont issus par leurs parents ou grands-parents d'autres pays, qui soient des pays européens, du Maghreb, d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, et donc on n'a pas cette approche interculturelle vis-à-vis d'eux, et qu'on veut leur imposer un modèle, c'est ce qui est en train de se faire, un modèle, je dirais, identitaire, eh bien, on se trouve, on est face à un mur, face à de grandes difficultés. Donc d'où l'importance de l'éducation, d'où l'importance du monde associatif, mais on y reviendra sur la troisième partie. Je crois très très fort que quand on dit qu'on est connecté là aujourd'hui avec nos instruments, en fait on se déconnecte. Je crois fort à ça, c'est-à-dire que on a le sentiment que on est connecté en étant effectivement dans des espaces numériques où on va pouvoir effectivement avoir des échanges instantanés avec des gens à l'autre bout de la planète. Ok. Sauf que, et c'est le sentiment, c'est un peu une angoisse, je dois dire, que en fait, en substituant ces temps-là à des temps physiques de lien avec les jeunes, eh ben, on croit qu'on se connecte, en fait, on se déconnecte. Donc, je voudrais dire aussi, surtout avec la perspective de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire les intelligences artificielles, etc., on va pouvoir parler avec des intelligences artificielles comme on parle avec des humains. Eh ben, en fait, il est aussi l'heure, je crois, de se réapproprier très, très fort ces espaces de spectacle vivant, par exemple, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, d'expériences communes, d'expériences dans le vrai. À Marseille, alors parce que j'avais participé à la conversation sur la formation à Marseille, ça me fait plaisir de parler d'eux. Il y avait un groupe qui était représenté qui s'appelle Salam, Shalom, Salut, qui est un groupe de jeunes qui fait le tour de France et qui n'est pas, c'est pas très documenté sur les réseaux sociaux. Ils sont juifs, musulmans, athées, autres religions, chrétiens, etc. Ils sont une vingtaine et ils font le tour de France. Ils font des week-ends à Perpignan, à Lille, à Grenoble, à Paris, etc. Ils vont à la rencontre de jeunes, d'autres jeunes, et raconter leur histoire sur le modèle du récit personnel. Et alors c'est petit parce que ça va pas toucher autant que sur des réseaux sociaux, d'accord ? On va toucher une cinquantaine, on va toucher une centaine, on va toucher voilà. Mais par contre, les étincelles que ça crée sur le moment-là font en fait créer de grandes flammes, si je puis dire. Ça a un impact humain très important. Donc, pour contribuer à votre réflexion, monsieur, je crois que voilà, réinvestir ces lieux, ces expériences réelles, physiques, concrètes. Voilà, c'est tout. Oui, c'est important. Les valeurs, enfin, je veux dire, ici, on est en France, on a une culture, on a une histoire, et la transmettre et justement s'approprier les choses et continuer à le faire dans les écoles, c'est important. Moi, je viens d'une génération où j'ai appris l'histoire, les maths, la physique, la philosophie. J'ai pas bien compris en fait ce que vous vouliez dire, monsieur. Quand vous êtes dans un quartier ou dans une commune, que vous êtes dans une classe, que ce soit à l'école élémentaire, que ce soit au collège, que vous avez 10, 12, 13 nationalités différentes, eh bien, si vous n'avez pas le souci de vous informer de la culture de l'autre, parce que derrière les jeunes qui sont là, il y a les parents et les grands-parents. Et si vous ne valorisez pas la culture de ces jeunes, vous avez un décrochage. Je peux en témoigner par expérience. Donc, si on ne valorise, l'important donc de connaître la culture et de valoriser la culture. Je vais prendre par exemple
On peut prendre des... Par il y a exemple, beaucoup de gens- ma mère, elle vient de Tunisie. Ok. Eh ben, elle vient de Ma Tunisie, grand-mère aussi. donc, ou d'Algérie. Vous avez des écrivains, vous avez des hommes et des femmes de théâtre. Il faut mettre en valeur cela. Je vais prendre par exemple l'Algérie, parce qu'on a une communauté algérienne très importante. Ben, il est important pour un enseignant de savoir que, par exemple, il y a eu Kateb Yassine, qui est un grand dramaturge algérien, de leur dire « Tu peux être fier de ta culture, tu peux être fier de tes parents, tu peux être fier de tes grands-parents, tu peux être fier d'où tu viens. » Et c'est parce qu'on va rendre cette fierté à ce jeune d'où il vient qu'il peut s'intégrer pleinement dans la société française. Si l'on nie son identité par rapport aux parents, par rapport aux grands-parents, je prends un exemple. Ça veut dire quoi, nier son identité? Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, les résolutions, il faudrait apprendre l'arabe, le chinois, l'hébreu pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre, en fait, toutes ces langues maternelles pour tous ces jeunes qui arrivent aujourd'hui en France. Pas forcément l'apprendre dès là, mais au moins la culture. Quand vous avez... si, en fait. Pour toutes les cultures. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. D'être mélangé, de s'intégrer. Oui. J'aimerais revenir sur cette question de la médiation et du média, du médium. Puisqu'on parle de marabout, on peut bien parler de médium. Le médium, c'est effectivement le milieu, et vous l'avez très justement dit, à la fois ce qui relie et ce qui sépare. D'accord ? Et c'est bien le sujet. Parce que quand, par exemple, Rousseau imagine un pouvoir direct, puisque c'est un mot qu'on a encore peu prononcé, celui de pouvoir aussi, puisque tout ça, c'est bien des affaires de pouvoir et pas seulement de vérité et de savoir, des enjeux de pouvoir. Donc, c'est pas seulement pour qui je roule, mais qui je vais rouler, si je puis dire. Voilà, au sens où, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir emmener dans un certain camp, un certain sens. Et dans les années 60, on disait « D'où parles-tu, camarade ?» Ça veut dire, est-ce que tu parles d'un point de vue marxiste, d'un point de vue trotskiste, d'un point de vue, que sais-je, gaulliste. Et il y avait des positions identifiées, et sur un même fait, j'ai n'importe quoi, par exemple, l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique, on pouvait, ça existe, hein, il y a des chars à Prague, eh bien, on peut dire, je suis pour, parce que les Tchèques font n'importe quoi, mais je suis contre, parce que, en fait, c'est une forme d'oppression. Mais enfin, il y avait donc des interprétations différentes. Et là, j'en viens à cette question qui est celle de l'interprétation. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir se mettre d'accord sur des faits et accepter d'avoir des interprétations différentes de ces faits. Pour moi, un problème commence quand on nie la réalité des faits. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de dialogue possible. Et en même temps, de reconnaître la subjectivité des interprétations. Quand Nietzsche dit qu'il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, il ne veut pas dire que l'histoire n'existe pas. Il veut dire que nous n'avons tous accès qu'à des interprétations. Vous tous, dans cette pièce, vous faites des interprétations de tout. Vous faites des interprétations de ce que je suis en train de dire, de ce qu'on a dit, de tout. Voilà. Aucun de nous n'est en capacité d'avoir un accès, si je puis dire, pur aux faits. Pourquoi ? Parce que nous avons une éducation, nous avons une langue, nous avons une culture. Et rien que la langue donne un rapport au réel. Vous savez pourquoi les Allemands ne s'interrompent jamais ? Parce que le verbe vient à la fin de la phrase. Et donc, vous ne savez pas, avant la fin de la phrase, ce que l'autre va dire, notamment s'il va nier. En France, vous dites « je ne suis pas d'accord avec... » Ah, mais non, mais... Et donc, on vous coupe. En allemand, c'est « parce que... » Pas d'accord. Ah, donc ça, c'est un exemple. On pourrait en prendre d'autres en anglais, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une langue, c'est une manière de voir le monde. C'est un prisme, c'est une manière de penser. Ça change les choses. Et donc, la question du média, c'est qu'est-ce que le média va introduire pour nous comme intermédiaire, littéralement, et comment on reconnaît que c'est un intermédiaire qui va former, informer, déformer. Et à quoi ça obéit ? D'où la question, effectivement, de ces réseaux sociaux. On a tendance à oublier qu'ils sont détenus par des milliardaires qui ont des propres intérêts, que, par exemple, le clash, ça permet de faire du cash. C'est très simple. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'incitation à la haine ? Parce que ça rapporte bien plus, c'est bien plus dramatique. Hein. Hegel disait « les peuples heureux n'ont pas d'histoire ». Voilà. Quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas de guerre, en fait, c'est pas intéressant. Donc, il faut qu'il y ait du drame. Vous avez gros clash
entre machin et truc. D'accord? Gros clash entre Booba et comment il s'appelle? Le gros clash entre un tel et un tel. Voilà, c'est ça. Bon. Ça, c'est excitant. Hein. Comme le cirque. Les gladiateurs, il y a du sang. Bon, donc le problème des intérêts derrière, c'est que je parle de ce type de réseaux sociaux, mais on pourrait le voir dans d'autres cas, c'est bien évidemment que ça va polariser, que ça va induire et que ça va formater. Donc, moi, je crois à quoi? Je crois à l'échelle humaine. Je crois à l'échelle humaine. Je ne suis pas contre les médias. Nous avons besoin des médias, nous sommes branchés sur les médias. Mais en effet, et vous l'avez dit, nous sommes connectés. Mais être connecté, ce n'est pas être relié. Voilà. Une des missions du Centre de la parole, c'est se parler pour se relier. Et quand on est branché, connecté, en fait, on est branché à une machine qui, après, va peut-être nous relier à d'autres, nous connecter. Mais donc, je crois à quoi? Je crois à ce qui s'appelle la présence. Voilà. Et quand vous évoquez certains cas, la palabre, je ne sache pas que ça se fasse en visio. Voilà. La palabre, c'est qu'on se réunit au même endroit, en présence, en 3 dimensions, en chair et en os, dans le même espace-temps. Un autre nom de ça s'appelle le théâtre. Et d'ailleurs, excusez-moi d'intervenir encore, mais bon, je prends la parole, je m'excuse d'ailleurs. Le télétravail a créé énormément de dépression nerveuse. Le télétravail a désociabilisé. Moi, je représente le handicap en France et d'autres sujets attenant à l'enfance et à tout ce qui est RSE. Et du coup, je travaille depuis 15 ans, même 16 ans, avec des grandes et moyennes entreprises. Je viens d'un grand groupe de communication. Le télétravail a tué les gens. Ça a tué l'humain. Les visios ont tué le rapport humain. Tout ce qui n'est pas réel dans un même lieu, je pense que c'est une catastrophe pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment important. Je vais juste terminer comme ça, je vais refaire passer le micro avec mes camarades. Sur cette question, en effet, de la présence et de l'échelle humaine, il y a eu le téléphone, le télescope, etc. Donc des choses à distance, on en a depuis 2 siècles. Là, le vrai sujet pour moi, c'est comment, pour se relier, on arrive à vivre des expériences de commun, de communauté. Et donc, en effet, faire la différence entre ce qui est à distance médiatisé et des moments, des temps où on va pouvoir vivre ensemble parce que ça permet effectivement la rencontre et pas ce sentiment d'isolement, d'atomisation. Donc, je pense qu'il y a l'éducation aux médias, mais il y a surtout la prise de conscience qu'on ne peut pas tout faire à distance et qu'il y a des expériences humaines, fondamentales, et notamment politiques, et notamment en termes d'action, et notamment de pensée, qu'il faut faire en présence. Voilà. C'est pour ça que nous, les arts de la parole qu'on porte, ce sont des arts de la présence. Le théâtre, c'est un art de l'incarnation. Le dialogue, c'est un art de l'échange. Le débat, c'est un art de la confrontation d'idées. Et tous ces arts ont en commun l'écoute et le fait qu'on va se retrouver en présence, face à face. Il y a une demande de parole à la fin. Ma question va faire la transition. Je pense que c'était la question de la relation à l'information dans la proximité, donc dans le local. Comment on a parlé des informations qui nous connectaient au monde et comment ça avait un impact chez nous quand ça se passe ailleurs. Mais aujourd'hui, le traitement de l'information locale est aussi important. Et donc, comment vous voyez ça et quel est l'impact du traitement de l'information qui est beaucoup aussi de faits divers quand c'est du local? Et donc, comment on peut aussi raconter des histoires ou rapporter un peu de temps long dans les informations de proximité? Du territorial et donc de l'information, je vais vous passer la parole. Oui, c'est un sujet compliqué et puis qui est très évolutif. C'est-à-dire que la notion d'information, de médias local a beaucoup évolué en l'espace de 10 ans, notamment compte tenu de l'évolution des réseaux sociaux et puis compte tenu aussi de la pression économique. C'est-à-dire qu'on a abordé le sujet tout à l'heure, on ne l'a pas développé parce qu'on est parti sur d'autres thèmes, mais aujourd'hui, des médias dits traditionnels ne peuvent fonctionner qu'avec des moyens économiques, donc de l'audience. Il ne faut pas l'oublier, c'est que l'information, elle est quand même aujourd'hui étroitement liée à une capacité d'écoute
donc à de l'audience, avec derrière la force que ça entretient et une démarche qui peut être une démarche éthique, entre guillemets, sur la capacité à vouloir transmettre de l'information au plus grand nombre, mais aussi inversement, à manipuler et donc à être dans une démarche excessive de désinformation ou, entre guillemets, à l'extrême de propagande, parce que l'audience le permet. Donc, pourquoi je fais la transition? Parce que le passage, je dirais, de cette approche mondiale de l'information à cette approche de proximité, elle est complexe. Elle est complexe pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'un média de proximité aujourd'hui, il faut qu'il ait ses moyens pour être suffisamment pertinent et jouer un rôle d'acteur du tissu local, mais il faut aussi que derrière, il sensibilise, il intéresse, c'est-à-dire qu'il se remette en question par rapport à ce qu'il y a une dizaine d'années, un public de proximité pouvait attendre de son média local, et ce qu'aujourd'hui il attend. Il y a eu des grosses mutations, des mutations notamment parce que dans les habitudes de consommation audiovisuelle et je dirais de médias en général, il y a un basculement qui s'est opéré sur les réseaux sociaux et il y a un basculement qui s'est opéré de manière générale sur des médias qui n'en sont plus d'ailleurs, je dirais plutôt des supports audiovisuels et des supports radio qui transmettent autre chose que de l'information, mais qui pompent considérablement le temps passé. Et on passe d'un temps destiné à de l'information vers un temps destiné au divertissement. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ont beaucoup glissé vers cette tentation de proposer des contenus de divertissement qui sont plus faciles à traiter en matière je dirais, de couverture de masse, et puis en matière de revenus. Donc ça, c'est un élément qui est important. Pour revenir plus précisément à la notion de proximité, aujourd'hui, pour l'avoir pratiqué pendant quelques années, on sait que ce qui a fait, ce qui fait encore, même si c'est compliqué aujourd'hui, la force d'un média de proximité, c'est l'intérêt qu'il porte aux citoyens. Voilà, très clairement, c'est le miroir de la vie locale. C'est faire en sorte que la personne qui va vous regarder se reconnaît dans l'information qu'on lui apporte. Donc, c'est une information qui doit être traitée effectivement différemment. En tout cas, c'est, je pense, ce qui est attendu d'un public de proximité. C'est-à-dire qu'on prenne conscience de l'intérêt qu'on peut avoir à la fois pour son environnement de proximité, c'est-à-dire son territoire, mais également sur ce qu'il est comme individu. Et c'est là que se pose le problème aujourd'hui de se dire comment on considère l'information de proximité. Est-ce que c'est une information factuelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on constate des choses, on les rapporte, et c'est déjà pas mal. Et est-ce qu'on va plus loin, c'est-à-dire qu'on est, alors, je ne vais pas dire jusqu'à un travail d'investigation, mais un travail de sociabilisation, c'est-à-dire que le média de proximité devient un outil de parole, c'est-à-dire que c'est l'occasion, j'ai pas inventé des modèles qui existent sur les talk-shows de proximité, sur les conseils de quartier qui pouvaient être filmés, retransmis. Il y a des idées comme ça qui sont pas nouvelles, hein, qui pourraient être remises à l'ordre du jour. Mais il faut aussi considérer aujourd'hui qu'on est dans une autre galaxie. Et je fais une parenthèse sur un public qui aujourd'hui est de moins en moins captif sur les médias de proximité, c'est les jeunes, parce qu'ils sont attirés sur d'autres médias, et d'ailleurs des médias qui ne sont pas nécessairement de proximité, mais qui traitent une information plutôt sociologique, c'est-à-dire qui correspond à leur tranche d'âge. Et ça aussi, c'est des éléments qu'il faut intégrer sur la proximité. Je pourrais en parler longuement, mais c'est un peu long, et je préfère vous laisser la parole. Je vous remercie. Oui. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation aux médias. C'est important, mais je rajouterai la réalisation aux médias. Quand on parle au niveau des jeunes, moi j'ai un certain nombre d'exemples dans mon département. Vous connaissez tous le CLEMI, c'est l'éducation aux médias. Mais il y a le concours du CLEMI, c'est-à-dire dans les écoles élémentaires, collèges, lycées, réalisation de journal, réalisation d'émissions de web radio, de télévision. Moi j'ai un collège avec qui on travaille. C'est perdu dans la campagne de l'Allier. Eh bien, demain, ils ont un studio, petit à petit, ils ont monté un studio avec un prof documentaliste et ils réalisent des reportages. Ils ont été primés par Arte, etc. Et demain, pendant 1h30, ils ont une chaîne YouTube en direct. Ils vont réaliser
ils réalisent maintenant des journaux télévisés. C'est-à-dire, et c'est un village où il y a 300, 350 habitants, eh bien, on a des collégiens qui maîtrisent l'outil télévision, l'outil numérique, aussi bien au niveau du smartphone. Ils maîtrisent, parce qu'ils réalisent avec le smartphone, que la réalisation en radio, en télévision. Et je peux vous dire que les jeunes qui ont cette expérience, et ils ne font pas quand ils abordent les questions du réchauffement climatique. Donc, grande problématique mondiale. Ils partent de cette problématique et ils l'adaptent à leur territoire, puisqu'on n'est pas loin de la forêt de Troncé, les problématiques de la biodiversité de la forêt. Et donc, je peux vous dire que si dans tous les collèges, dans tous les lycées, on avait ces studios de web radio, de télévision ou de journaux écrits, et donc avec la parole, c'est extrêmement important quand on voit ces jeunes qui font comme s'ils étaient à la télévision à Paris. Donc il y a un présentateur, il parle. Donc il y a l'apprentissage de la parole, il y a l'apprentissage au niveau des médias, de l'écriture médiatique, etc. Là, on est dans l'approche territoriale. Et je terminerai là-dessus, je parlais des jeunes, c'est que sur le fond, le local, il est fondamental, y compris pour les grandes questions démocratiques et autres. Parce que sur le fond, si on n'intègre pas nos concitoyens dans les démarches du bien commun, effectivement, si on attend, parce que regardez bien, si on attend que tout se règle de l'État, écoutez tous les discours, que fait l'État, que fait ceci, que quand on met les concitoyens, les jeunes et les moins jeunes, dans une démarche de démocratie, je dirais augmentée, j'aime pas le terme de démocratie participative, eh bien, croyez-moi, il y a des évolutions très positives dans les territoires. Et on est dans le dialogue, dans l'interculturel, quand il y a plusieurs nationalités qui sont là. Juste une brève remarque à ce propos. Moi, j'ai consacré une partie de ma vie à la transmission, à l'enseignement. J'ai notamment dirigé le département théâtre à Sciences Po. J'ai été pendant 12 ans à l'École nationale du théâtre pour former des élèves. Donc, évidemment que la part, je dirais, de mise en situation, d'expression, voire de création que vous évoquez, me paraît capitale. La pratique, d'accord ? Les arts, ça se pratique. Le théâtre, ça se pratique. La poésie, ça se pratique. Je suis absolument d'accord avec vous sur cette dimension de rendre acteur, créateur. Mais, pour moi, on ne peut créer et pratiquer et exprimer qu'à partir de savoir, de techniques et d'art qu'on a appris. Autrement dit, pour moi, il n'y a pas d'expression sans transmission. Et je le dis parce que moi, j'ai vu, notamment chez des jeunes générations de comédiens ou autres, qui pensent qu'ils sont en train de révolutionner quelque chose sur la base d'une inculture totale. Ça veut dire qu'en fait, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de connaître l'histoire, ce qui s'est fait avant, ce qui a été créé, et qu'il suffit de faire. Eh bien non. Je veux dire, Picasso, avant d'être Picasso, il a digéré littéralement toute l'histoire de la peinture et après, il peut la révolutionner. Ben, en fait, en théâtre, par exemple, c'est pareil. Il faut d'abord travailler, apprendre. Il y a des techniques, ce sont des arts. Donc l'illusion contemporaine qu'on peut tout faire tout seul sans avoir jamais rien appris, comme on dit dans Les Précieuses Ridicules, je n'y crois pas. Je pense que ça passe par, au contraire, la maîtrise, de l'apprentissage. Et donc, il n'y a pas à opposer, pour moi, transmission, éducation, si vous voulez, et expression, création. L'une est la condition de l'autre. Et je pense qu'il faut vraiment les deux. Voilà. On est tout à fait d'accord. L'exemple que je prenais dans ce collège rural perdu au milieu de la France, le professeur de géographie est partie prenante. Le professeur de sciences naturelles, quand il y a un reportage à faire sur la biodiversité, est partie prenante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'apprentissage d'un certain nombre de disciplines et il y a la réalisation. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Oui, je voulais reprendre la parole pour vous poser une question. On parle beaucoup d'éducation auprès des jeunes et j'en suis convaincu que la transition est importante. Mais je pense que dans la relation à l'information, je pense que les aînés en ont besoin encore plus que les jeunes parce qu'ils ont grandi avec l'IA, ils ont grandi avec les réseaux sociaux, donc ils sont en capacité plus que ceux qui n'ont pas grandi avec de déterminer si une information est fausse ou vraie. Et donc, que pensez-vous de l'éducation des plus âgés ?
à ces techniques-là, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, à Marseille, il y avait une information sur Facebook qui tournait comme quoi il y avait un cheval dans un balcon sur Marseille qui a été filmé, très bien filmé, c'est une IA. Tout le monde a dit mais c'est fou, il y a un cheval dans un balcon. Et très vite, la Provence a dû dire ce n'est pas vrai, c'est une fausse information. Et c'est sur Facebook. Et Facebook, vous savez très bien que c'est pas la moyenne d'âge est plutôt aux alentours de 45-50 ans que sur Snap ou sur Instagram ou sur TikTok. Et donc en fait, les plus âgés qui ont été pris par cette fausse information. Donc quelle idée vous avez ou quelle résolution on pourrait avoir pour favoriser l'éducation des plus âgés l'éducation aux médias comme vous le prenez auprès des jeunes, parce que, et je pense, c'est mon avis, que les jeunes ont quelque chose à jouer là-dedans dans la transmission. Non, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Il y a eu des cas où effectivement les jeunes en fait sont parfois plus alertes et plus vigilants. On dit les jeunes, c'est pas très précis, mais bon, voilà, les plus jeunes générations, effectivement, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, etc., sont parfois plus vigilants et déterminent tout de suite une fake news plutôt qu'effectivement des gens de l'âge de mes parents. Voilà. Donc c'est vrai. Alors, j'ai pas réfléchi vraiment à une résolution précise là-dessus, mais je trouve que c'est super important. Il pourrait y avoir les médias. Pourraient faire plus d'éducation aux médias à l'intérieur de leur propre page ou sur leur propre chaîne, etc. Par exemple, moi, ça m'intéresserait vachement de développer allez, c'est parti. Mais pourquoi pas développer un concept d'émission ou de médias sociaux, enfin, d'aller là où sont les gens dont on parle pour leur expliquer des choses. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir... Peut-être que des créateurs de contenu vont se lancer là-dessus, peut-être que des médias vont s'enquérir plus de la question. Ce serait bien. Je pense que le rôle des médias, ce serait aussi de faire ça. Je pense. En tout cas, je suis complètement d'accord. Alors, ce que je vous propose... Ah bon, allez-y. Un petit commentaire, peut-être. Alors, je trouve qu'on parle beaucoup d'éducation, donc on se met du côté réception de l'information. D'accord? Il faut traiter 8 milliards de personnes. Et je trouve que c'est un petit peu naïf, je me permets. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser côté émission? Tout à l'heure, vous citiez Trump. Trump ment. Enfin, il ment. Enfin, c'est un fait. Voilà. Il ment. Et moi, le message qu'on donne à tous les jeunes, c'est « ça marche ». Ça marche. C'est l'homme le plus puissant du monde. Il ment. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça? Parce qu'essayer d'éduquer les 8 milliards de personnes... Tous ceux qui sont ici, ils sont d'accord avec ce qu'on dit, il n'y a pas de problème. C'est comment on adresse les autres. Je vous dis, je trouve ça... Attention, je suis optimiste, mais comment on fait pour empêcher les menteurs? Enfin, c'est peut-être d'une grande naïveté, mais c'est beaucoup plus simple de traiter un problème à la source que sur les 8 milliards de personnes. Enfin, très sincèrement. Et monsieur Garouti, vous citiez beaucoup de philosophes. J'en connais pas beaucoup. Moi, je connais un truc à propos de l'information, c'est le tamis de Socrate. Qui c'est le tamis de Socrate? Je m'adresse aux philosophes, non? Tamis de Socrate, c'est Socrate qui pose une question à quelqu'un qui veut lui parler, qui dit « Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors je te conseille... Enfin, je ne veux pas le savoir, d'accord? Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. » Si on n'est pas capable de traiter le problème à la source, sincèrement, avec nos petits bras, les 8 milliards de personnes à éduquer, bon courage. Bon, c'est une excellente question. Si je peux me permettre, je vais partir de la première campagne électorale de Trump aux États-Unis, entre Hillary Clinton et lui. Et vous verrez où je veux en arriver. Il y a un jeune diplomate qui a écrit un livre qui est originaire de mon département, qui était à côté de l'ambassadeur de l'Union européenne à Washington, qui a suivi la campagne de Trump. Il s'est retrouvé en Virginie, dans un coin perdu. Il s'arrête pour déjeuner, il discute avec la serveuse. Et là où il était, c'est un lieu où il y avait les mines de charbon. Elle lui dit, elle discute, elle lui dit, vous savez, parce que Hillary Clinton a dit, je vais fermer les mines de charbon. Elle lui dit, mais écoutez, mon mari travaille une mine de charbon.
Moi, je suis ici. Si on ferme les mines de charbon, on est mort. On est bien d'accord, les questions environnementales sont importantes. Mais que va-t-on devenir si on ferme les mines de charbon? La grande question, on en revient au dialogue, c'est comment, d'abord, on écoute l'ensemble des citoyens. Parce qu'une grande partie des médias, etc., même des politiques, ce sont les couches moyennes et supérieures qui sont... Allez voir combien il y a de députés ouvriers dans l'Assemblée nationale maintenant. Il n'y en a plus. Et donc, à partir de là, si on n'écoute pas ceux qui sont en bas, qui ont... ça peut parfois nous dire ce qu'ils disent, on n'est pas d'accord, mais je rejoins tout à fait Habiba, on écoute et on dialogue. Et à partir de là, on renversera la mécanique par rapport à des gens comme Trump qui montent. Mais il faut écouter. Parce que je peux parler dans ma commune, il y a du vote extrême droite, moi j'ai été élu là, et j'écoute d'abord, y compris des gens qui votent Rassemblement National. Je les écoute. Alors, tout tombe. Je les écoute. Ils me disent, toi tu nous écoutes, tu nous engueules pas. Et à partir de là, on peut dialoguer. Mais si on n'écoute pas, il n'y aura pas de dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue, ils vont dans toutes les sphères complotistes et autres. Donc il faut d'abord dialoguer. Et les médias devraient permettre ce dialogue. Voilà. Si on veut mettre en échec les fake news, etc. Alors c'est compliqué. Et d'où on revient au niveau des territoires. Quels sont les engagements? Parce que les partis politiques ne sont que l'ombre d'eux-mêmes par rapport à une période qu'on a connue. Les syndicats ne sont que l'ombre d'eux-mêmes aussi. Les syndicats avaient des centaines de milliers d'adhérents il y a 40 ou 50 ans, c'est terminé. Au niveau associatif, dans les associations où je suis, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on a beaucoup de vieux, moi j'en fais partie. Donc, vous voyez, donc il faut ce rapport au territoire. Ce qui existait il y a 40 ou 50 ans, où il y avait le lien entre les partis politiques, les syndicats, les amicales laïques dans les territoires, tout ça, il y avait un réseautage dans les quartiers populaires. Il y avait les amicales de locataires. Ça n'existe plus. Donc la question, c'est au niveau comment on retisse du lien, donc être dans l'écoute, et ça impacte aussi le politique. Mais on ne va pas partir là-dessus. J'aimerais ajouter une petite chose, quelque chose que nous n'avons pas évoqué comme il se doit, la formation des journalistes. Parce que nous sommes dans une situation émetteur-récepteur, et la formation, elle concerne aussi bien l'émetteur que le récepteur. Je pense qu'une des solutions doit venir de la formation du journaliste, déontologie, mais pas seulement responsabilité sociale du journaliste qui va... quelle information il va choisir et quelle attitude vis-à-vis de l'information et vis-à-vis de la société. Moi, je crois que la formation des journalistes, elle rentre aussi dans l'équation totale. Derrière. Et puis, on va passer à des préconisations assez rapides parce que l'heure avance. Non, c'est passionnant. Bonjour, justement, puisque vous parlez des formations des journalistes, moi je suis journaliste et je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'étais formé, comme on dit, par la bande, c'est-à-dire que je suis rentré dans une rédaction et ce sont les anciens journalistes qui m'ont formé. Et j'ai eu l'occasion plus tard dans ma carrière d'être au conseil d'administration de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme à Lille. Et aujourd'hui, je travaille avec mon collègue dans une radio associative et on reçoit parfois des jeunes étudiants qui sont dans des écoles qu'on appelle des boîtes à fric, qui ne sont pas des écoles reconnues. On paye 4 500 balles l'année et puis on n'apprend pas grand-chose. Il y en a, et ça a explosé ces dernières années. Et quand on discute avec ces jeunes journalistes, peu connaissent le code de déontologie parce qu'il est plus enseigné. Est-ce que ce ne serait pas à nous, journalistes, à reprendre le pouvoir sur la formation des futurs journalistes, à commencer par le code de déontologie? À côté. Oui, je voulais juste faire une remarque. Dire qu'aujourd'hui, le tissu associatif ou sur le terrain, grosso modo, il n'y a plus de lien, ou en substance, que vous puissiez dire, il est peut-être différent, mais il est hyper présent. Et les jeunes sont très engagés dans toutes les associations. Pour le coup, j'ai une association et la moyenne d'âge est aux alentours de 25 ans dans l'asso, voire plus bas. Et voilà, simplement ne pas confronter
l'ancien et le nouveau ou le présent. Aujourd'hui, c'est juste que être bénévole aujourd'hui, c'est un luxe. Avant, je ne sais pas comment ça se passait, mais aujourd'hui, des fois, il y en a qui choisissent entre manger et donner de son temps pour les autres. Et donc aujourd'hui, être bénévole, c'est un luxe. Et les jeunes, des fois, il faut d'abord ses études, comme on en parle de journalisme, par exemple. Et donc, le milieu associatif aujourd'hui, il est trépignant. Il y a des initiatives qui se passent de partout. Il y a du lien qui se fait dans les quartiers populaires, qui est porté intergénérationnellement. Vraiment, c'est à Marseille, pour le coup, je connais mieux Marseille que les autres villes et je le vis au quotidien. Et je vais de quartier en quartier et c'est magnifique de voir des mamans et des personnes âgées et des plus jeunes le faire. Voilà, je voulais juste compléter ce que vous disiez parce que j'étais pas trop en accord avec ce que vous disiez. Voilà. Merci. Vous avez tout à fait d'accord. Selon les lieux, moi je suis dans un département qui est plus rural, c'est beaucoup plus difficile. Marseille, il y a une dynamique très forte à Marseille. Ça, je connais la ville, hein, donc c'est ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de départements ruraux, même s'il y a des jeunes engagés. On est des départements vieillissants, mais il y a effectivement une dynamique associative très forte, mais portée par plutôt des anciens, voilà, y compris au niveau sportif. Bien souvent, les animateurs de clubs sportifs, ce sont des retraités. Mais voilà, donc eux, ils peuvent. Voilà. Bon. Non, mais vous avez raison. Hein. Donc, comme quoi, il ne faut pas globaliser des problématiques. Il y a une diversité des territoires, il y a une diversité des populations, et donc il y a une diversité des réponses à apporter. Alors, oui, je voudrais intervenir. Je vous ai entendu parler du politique. Le politique m'intéresse beaucoup. Quand on dit que le politique est moins présent, je ne sais pas si ça ferait plaisir à Xavier Bertrand, qui finance les gigabatteries à Dunkerque. Les EPR vont être financés aussi pour partie avec l'argent de la région. J'ai pas l'impression que le politique a moins d'importance en France aujourd'hui. Par contre, je voudrais intervenir sur l'histoire. L'histoire est quand même intéressante et importante, en particulier sur certains pays qui aujourd'hui ont acquis leur liberté après des périodes très douloureuses. Je voudrais parler de l'Algérie. L'Algérie, j'ai des sensibilités pour ce pays. Et dans les années 60, j'étais très jeune, j'entendais les cloches dans ma commune rurale, et c'était lorsqu'on ramenait par bateau des jeunes du contingent qui avaient perdu leur vie en allant se battre pour défendre la nation. Et comme dit Macron, cette situation n'a pas été réglée puisqu'il a mis Zora, ce que j'ai plus son nom, à faire le rapport sur l'aspect mémoriel. Et moi qui suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, la première chose que j'ai été faire pour une autre période de l'histoire, ça a été de me recueillir devant la tombe de mon grand-oncle qui est mort pour la France et qui est au cimetière militaire de Zuidcote. Alors quand on va dans un cimetière militaire, on regarde les croix, mais on regarde aussi une autre partie de ceux qui ont donné leur vie pour la France. C'est ceux qui ont une autre religion que le catholicisme. Moi, c'est les croix, je regarde ce qui est à côté. Et j'ai vu que certains se sont battus pour ce pays. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y a une grande reconnaissance, hormis effectivement un établissement que gère Jacques Lang et qui s'appelle l'Institut du monde arabe, tant sur Paris que sur Tourcoing. D'ailleurs, je crois que Darmanin a en projet de développer l'IMA de Tourcoing et de doubler sa surface, ce qui est une très bonne chose. Il faut pas oublier cette histoire. Et puis n'oublions pas une autre partie de l'histoire. J'avais un voisin quand j'étais jeune qui avait fait l'Indo. On parle plus beaucoup de l'Indochine. Et l'Indochine, il y a quand même des Français qui ont laissé leur peau là-bas. Il faudrait qu'on s'en rappelle aussi. Donc l'histoire a une grande importance. Et tous les Français ne sortent pas de Sciences Po. Hein. Il y a certains qui ont leur bac, et après le bac, ils vont travailler à l'usine. Tout à fait. Aux 4 préconisations, quels seraient par rapport au débat
qu'on vient de vivre, très intéressant. On pourrait continuer de développer X questions sur les médias, la formation des journalistes, le lien à l'histoire, le lien avec les territoires, etc., la jeunesse. Donc on pourrait développer quelles seraient les préconisations qu'on pourrait proposer à ce forum. Je pose la question à tout le monde. Hein. Il y a eu des idées qui ont été avancées. Hein. Allez-y. Hein. Les menteurs. Ouais. Non, mais je reviens à l'émission. Hein. C'est comme s'il y a une fuite et un barrage. Si vous essayez de le traiter dans la vallée, vous êtes mort. Donc voilà, faut aller au niveau de boucher le trou dans le barrage. Sincèrement, hein, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut, mais ici on a le droit de dire ce qu'on veut, hein, une gouvernance mondiale qu'il faudrait mettre, enfin à un moment donné, le gars qui ment, c'est comme en prison, c'est diffamation, et puis mais il y a un tribunal pénal international qui existe. Voilà, on va entrer dans la politique, hein, ça va peut-être vous faire sourire. Et qui, pour le coup, connaissez-vous les trois pays, enfin les trois grands pays qui n'obéissent pas aux décisions du tribunal pénal international? Alors, il y a les États-Unis, la Chine, la Russie. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut faire plein de trucs dans nos assos. Sincèrement, je suis un optimiste, sinon je ne serais pas là. On peut faire tout ce qu'on veut dans nos assos avec nos petits bras. Je suis vraiment très inquiet. Tant qu'on n'arrive pas, à mon avis, à monter à une gouvernance mondiale, c'est pas naïf, hein, et qu'on mette en prison les tueurs en série ou des menteurs en série, ben, on peut éduquer les gamins. Hein. Moi, je suis gamin aujourd'hui. Enfin, vous parliez de Trump. Les stratégies électorales, même en France, hein, on ne va pas être naïf, on tape sur Trump. Il faut cliver pour être élu. Et après, on parle de démocratie. Enfin, vous parlez de démocratie. Pour être élu, vous avez 20% de gens que vous montez contre les autres et vous passez au deuxième tour. Voilà. Enfin, moi, voilà. Je suis complètement d'accord avec monsieur. Et je trouve que ça a un peu tourné trop Trump, trop ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on a tellement de gros problèmes en France. D'accord ? Je trouve qu'on a beaucoup parlé de Trump, des États-Unis, de ceci, de cela, même si ça fait partie du droit international que je maîtrise bien, je pense, de par mon métier. Mais je pense qu'il faut vraiment se pencher sur les problématiques et les médias et ce qu'il se passe en France, la manipulation, la désinformation, sur l'information qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important, monsieur. J'ai vu votre programme, j'ai lu avec Sofiane les sujets que vous deviez aborder, qui sont importants, c'est vrai, et dont on devait parler. Je trouve que c'est un petit peu dévié. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se préoccuper de ce qu'il y a sur notre territoire. Avant d'aller se préoccuper de ce qui se passe chez les autres, on va déjà se préoccuper de ce qui se passe chez nous. Vous avez cité aujourd'hui de l'information qui s'exerce. Je sais pas ce que vous avez donné comme exemple en premier, mais je pense que déjà, si on doit donner des exemples, donnons des exemples français qui se passent en France. Une jeune étudiante qui va, une maman qui va à l'école pour travailler, qui se fait trucider, ça c'est vraiment de l'information. On en a parlé. Les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Elle a laissé un petit enfant de 3 ans. Ça, c'est de la manipulation ou alors c'est de la désinformation volontaire. Donc je pense qu'il faut déjà se préoccuper de notre information. Est-ce que vous pouvez donner une résolution? On ne va pas refaire le débat. Si vous avez des choses que vous voulez voir, donnez-nous précisément une résolution claire. C'est pas ma partie, la résolution sur l'information. Mais c'est surtout prôner la véritable information sans prendre parti du tout. Mais du tout, hein, monsieur. Crédibilité, ok. Pas du tout. À vous, s'il vous plaît. J'en ai une. Favoriser le lien entre l'éducation nationale et l'éducation populaire. Donc faire en sorte que l'éducation populaire soit plus présente dans les cours et donc en soutien avec les professeurs, autant au second degré qu'au premier degré. Excellent. Voilà. Excellent. Des résolutions claires. Encore? Non, enfin, juste, je vous donne un exemple. On est 36 000 journalistes en France aujourd'hui. On a perdu 14 000 journalistes en 20 ans. Alors, c'est sécuriser le métier de journaliste. Oui, juste pour... Voilà, parce que sur les 36 000 journalistes qui arrivent en France, en 2 secondes, la moitié sont précaires. Et quand les grands patrons leur disent écris ça parce que j'ai besoin que tu écrives ça, et quand on est précaire, on obéit plus facilement à son patron que quand on est un métier sécurisé. Excellent. Encore? Alors, il y a longtemps
Ça fait longtemps que je ne vais plus à l'école. Je ne connais pas du tout comment ça se passe maintenant, mais j'ai eu la chance, quand j'étais à l'école, de faire beaucoup de travail en groupe. J'étais tombé dans une école où on faisait ça. Apprendre aux gamins à travailler en groupe. J'imagine que ça se fait. Travail d'équipe, ça paraît con, mais ça commence déjà comme ça. Au moins, on écoute l'autre. On est d'accord. Le gros problème, c'est qu'on ne s'écoute plus. Être plus explicite quand on voit une photo, une vidéo, comme les influenceurs ils mettent sponsorisé, ben là peut-être mettre, je sais pas moi, information non sourcée ou voilà, avoir une annotation, je sais pas, un truc plus clair pour faciliter la compréhension. Je réfléchis en disant, hein. Mais je me dis faciliter. On reçoit tellement d'informations, donc avoir une annotation pour faciliter la recherche ou la compréhension. On me dit non, mais une espèce de catégorisation. Oui, avec un hashtag ou je sais pas, un truc qui est plus simple pour les gens sur les réseaux sociaux, de dire est-ce que c'est une opinion, c'est un fait, c'est voilà un truc pour éclaircir. Je sais pas si ça marcherait et si c'est possible, mais ça va dans la clarification de l'information. Donc pareil, on a le droit d'être utopiste. On parle de l'Europe. Eh ben, créons un réseau social Europe. Voilà. Au moins, on défendra nos valeurs. Européens, c'est ça que je veux dire. Exactement. Alors, pareil, essayons. Au moins, on ne sera pas soumis à la dictature des États-Unis. Notez, oui. Non, ouais. Donc, moi, je terminerai sur un élément. On ne peut pas, alors ça, on va peut-être être en opposition, on ne peut pas parler de la France en restant enfermé en France. L'information est ouverte sur le monde. Le pays est ouvert sur le monde. Donc s'il n'y a pas cette ouverture, donc cette connaissance du monde, y compris, il est même dans les quartiers. On parlait de Marseille. Alors si à Marseille, on ne parle pas des 40 ou 50 nationalités qui sont présentes, donc avec les cultures qui sont là, donc cette ouverture sur le monde... Juste un mot, je précise que j'ai créé le Centre d'art de la parole à Aubervilliers, où il y a 108 nationalités. Donc vous voyez, c'est l'ouverture et la connaissance du monde et la prise en compte des populations dans les territoires. Bon, pas d'autres. Donc, merci à vous. Merci, merci.